Vous êtes en direct sur Public Sénat, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 septembre 2011. Bonsoir à tous. Au lendemain du premier débat socialiste des primaires, Nicolas Sarkozy ironise. C'est qui veut dépenser plus, lance le chef de l'État. Nicolas Sarkozy, qui de retour de Libye ne faisait pas partie des 5 millions de téléspectateurs qui ont suivi les échanges entre les candidats. Nous y reviendrons longuement au cours de cette édition. Le front de gauche entre dans la danse. Jean-Luc Mélenchon présentera son programme depuis le pelouse de la Courneuve. La fête de l'Humanité réunira comme de coutume toute la gauche. Martine Aubry est annoncée comme Cécile Duflot pour les Verts. Et puis le patrimoine à l'honneur ce week-end. Le Palais du Luxembourg sera une fois encore l'une des grandes vedettes des journées européennes du patrimoine. Elle commence demain. Une belle occasion de découvrir la demeure de Marie de Médicis, une semaine avant une élection sénatoriale à haut risque pour la majorité. Notre invité ce soir de notre journal, le sénateur François Autain. Après Benghazi, Oberhausbergen, et c'est donc dans ce village alsacien où il rencontrait des agriculteurs que Nicolas Sarkozy a donné son sentiment sur l'événement politique d'hier soir. Bien sûr, le débat des primaires, même s'il n'était pas devant sa télévision, le chef de l'État, probable candidat à sa propre succession, ne s'est pas gêné pour ironiser sur les propos des candidats socialistes. Écoutez. Bon, c'est qui veut dépenser plus. Vous avez eu le temps de regarder la télé hier soir, monsieur le président? Je suis rentré trop tard. C'est pas qui veut des millions, c'est qui veut dépenser plus. Commentaire à propos de ces propos du coordinateur de la campagne de François Hollande, Pierre Moscovici. Il qualifie ce soir ses déclarations de fanfaronnade, indécentes, voire ridicules. Mieux que l'émission culinaire de TF1, le premier débat entre les 6 candidats à la primaire socialiste sur France 2 a donc su faire monter la sauce. Près de 5 millions de téléspectateurs ont en effet regardé hier soir le premier acte de la longue marche des prétendants sur la route de la présidentielle. Des échanges sans dérapage marquant où les sujets de fond ont été largement abordés. La crise et son corollaire, la dette, ont été par exemple au cœur des débats. Regardez cet extrait. Je préfère mettre les banques sous tutelle avant d'ailleurs que celles-ci n'aient réussi à nous mettre nous-mêmes sous tutelle. Concrètement, comment faites-vous? Eh bien, je prendrai une série de mesures que j'ai détaillées. D'abord, l'État entrera d'autorité dans le conseil d'administration, ainsi que les usagers du crédit. D'autorité. D'autorité. Ce qui aurait tendance à me choquer le plus, ce n'est pas une mesure globale. C'est le fait que j'ai l'impression que le projet socialiste, qui a été fait peut-être un peu avant le temps de crise, il faut le reconnaître, est un projet qui ne prend pas en compte la situation d'aujourd'hui et les difficultés d'aujourd'hui. La justice fiscale, je vous le confirme, c'est de faire payer les plus riches, c'est de faire rembourser le bouclier fiscal, c'est de lutter contre la fraude fiscale, 40 milliards d'euros en provenance essentiellement des hauts revenus et des gros patrimoines. Donc faisons déjà en sorte que les riches obéissent à la loi comme tous les autres. Il ne suffira pas de battre Nicolas Sarkozy pour que d'un seul coup, la crise s'efface, la croissance revienne. Donc, il va falloir prendre des mesures. J'y reviendrai. Plus de dépenses. Et parmi ces mesures, pas nécessairement, parmi ces mesures, vous savez que mon premier acte sera la réforme fiscale qui servira à la fois à redresser nos comptes publics et aussi à améliorer l'offre productive qui est indispensable si on veut redresser la compétitivité. La TVA sociale, la TVA protection, j'ai même inventé un néologisme, la TVA protectivité, c'est une manière, à condition aussi de donner de nouveaux droits aux consommateurs, d'agir cette TVA, juste pour qu'on comprenne que... Mais elle peut être modulable, mais elle peut être autour de 2 points. Moi, j'ai affiché avec une très grande clarté des priorités. L'emploi. Je pourrais même dire l'emploi, c'est-à-dire la politique industrielle, la politique de recherche, l'éducation, parce que je veux faire réussir chaque enfant à l'école. Alors je vous le disais, les bonnes audiences d'hier soir ont dopé le moral de Jean-Pierre Mignard, le porte-parole de la haute autorité des primaires, espère aujourd'hui dépasser le million de votants au scrutin socialiste. Il aura lieu, je vous le rappelle, les 9 et 16 octobre. Un chiffre plancher, dit-il. La courtoisie des échanges n'a pourtant pas empêché quelques piques ici ou là entre les candidats. Sur le nucléaire, par exemple, où Martine Aubry et François Hollande ont croisé le fer. Regardez. Moi, je ne crois pas au contrat de génération, parce que je l'ai essayé, ça paraît bien, un jeune, un vieux, c'est un effet d'aubaine pour les entreprises et ça coûte très cher. C'est pour ça que moi, je préfère les emplois jeunes. Mais s'il faut être clair, il faut l'être surtout.
Moi, sur le nucléaire, je dis, je veux préparer la France à sortir du nucléaire. Si on trouve que c'est dangereux, eh bien, il faut en sortir. On ne reste pas au milieu. Moi, comme je veux la rénovation de notre pays, je suis claire. Je veux le non-cumul des mandats. Je veux qu'il s'applique dès 2016. Posons-nous une question, puisque nous sommes dans ce débat, c'est utile. Ça s'anime en plus, c'est bien. Mais c'est bien. Le président de la République, et je souhaite que ce soit l'un ou l'une d'entre nous, même si j'ai ma préférence, mais il est élu président de la République. Il a à prendre des décisions et l'horizon est 2025. Quelle est la proposition de chacun quant à la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2025? En 2050, franchement, même si le président de la République prend une position, il est très difficile d'aller le rechercher en 2050 pour savoir s'il l'a tenu ou s'il ne l'a pas tenu. Alors, Donc, 2025. Peut-être qu'en 2050, Arnaud et moi, on sera toujours là, mais peut-être pas en très bon état. Hein. Alors, le nucléaire, précisément, le dossier, on le sait, très sensible. Il sera déterminant pour la mise au point des alliances futures. Chez les Verts comme au Front de gauche, le débat d'hier a été étudié à la loupe. Jérôme Rabier. Dépénalisation ou encore nucléaire, voilà bien les sujets de discorde de la primaire. Des thèmes traditionnellement portés par Europe Écologie, dont les élus ont donc suivi avec attention les débats d'hier. Que Martine Aubry soit très clairement prononcée, ainsi que Ségolène Royal pour la sortie nucléaire, nous trouvons ça évidemment très positif. Nous actons les avancées de François Hollande sur la question de la transition énergétique. Après, et je le dis aussi très tranquillement, nous ne sommes pas une agence de notation du Parti socialiste, donc je ne vais pas décerner aujourd'hui de triple A à l'une ou à l'autre. Pas de prise de position, mais un œil bienveillant quand leurs propositions sont reprises sur ces sujets de société qui leur sont chers. Côté Parti communiste, ce sont les solutions des candidats à la crise qui sont attaquées. Je crois que le débat d'hier soir n'est pas encore à la hauteur. Il faut prendre davantage à gauche la mesure de la crise. Et nous ne pouvons pas avoir seulement un débat sur les marges de manœuvre dans une situation inchangée. Si la gauche plurielle observe avec attention ce processus de désignation, c'est que chacun sait bien qu'il faudra ensuite se rassembler dans l'espoir de battre la droite. Voilà, on l'a bien vu, le grand débat à gauche est donc bien lancé, mais sur quelle base? Vers la présidentielle. Stéphane Rosès avec nous dans quelques instants. Bonsoir Stéphane Rosès, président de CAP, enseignant à Sciences Po, enseignant à HEC. Comme 5 millions de Français, ils étaient très nombreux hier devant leur poste de télévision. Vous avez regardé ce premier débat des primaires socialistes. Et d'ailleurs, comme à La Rochelle, à la fin du mois d'août dernier, eh bien, on a pu constater une certaine tenue des candidats à la présidentielle socialiste. Oui, une bonne tenue, et donc c'est un succès pour le Parti socialiste. D'abord, l'audience peuvent être, on va voir les débats qui suivront, mais peuvent être annonciateurs effectivement d'une bonne participation, ce que semble indiquer la progression des sondages, même si sans doute on n'arrivera pas au taux indiqué par les instituts, mais là il y a une indication d'une attente du pays. C'est une réussite pour le Parti socialiste parce qu'on a pu entendre les uns et les autres débattre. Ils ont pu débattre sans se diviser. C'était un élément qui était tout à fait important car la division était redoutée. Mais c'était pas gagné d'avance, ça, pour les socialistes. C'était pas gagné d'avance, mais ça s'est fait sans doute au détriment d'un manque de lisibilité, de la cohérence de chacun. Peut-être hormis Arnaud Montebourg, qui est sur des positions évidemment de démondialisation qui, sur le fond, tranchent, et puis Manuel Valls, qui à la fois a des positions qui tranchent, mais surtout a fait une très bonne prestation dans une synthèse qu'il a su réaliser entre les positions qui sont les siennes, assez à droite, assez libérales, sociales, mais il a parlé de la France. Et il a été dans, je dirais, sa perspective, sa cohérence tout au long de l'émission. Donc en un mot, une émission bonne pour le Parti socialiste, moins évidente pour la capacité de chacun à développer sa cohérence en s'adressant au pays par-dessus ses autres challengers. Alors vous l'avez dit Stéphane, il ne s'agit que du premier débat, il y en aura 4. Est-ce que néanmoins ce premier débat a fait bouger les lignes au sein même du Parti socialiste ? On verra ce que donnent les sondages. Je crois que beaucoup ont pu être intéressés par entendre les positions de distinction d'Arnaud Montebourg et de Manuel Valls. Quant aux 3 principaux, je ne suis pas certain que les lignes bougent beaucoup. Finalement, François Hollande a été sur le registre du favori, qui essaye de conserver une certaine hauteur, qui met en avant un certain réalisme. Il a pu être un tout petit peu irrégulier durant l'émission,
position, mais il a tenu sa position de favori. Martine Aubry s'est montrée relativement pugnace, mais peut-être un tout petit peu vague. Et sans doute, le grand étonnement vient de Ségolène Royal, qui a semblé un tout petit peu éteinte, comme si c'était la candidate d'un rôle de 2006, celle qui était en rébellion par rapport aux institutions et à l'appareil, et que ce terrain était maintenant un peu occupé dès le départ par François Hollande, qui lui, dès le départ, a joué le jeu de l'homme libre. Donc en un mot, je crois que cette émission aura intéressé, elle aura éclairé, mais je ne crois pas que véritablement pour les trois principaux candidats, elle aura fait bouger des lignes. Alors nous avons demandé à nos amis Stéphane, internaute du Nouvel Observateur.fr, ce qu'ils pensaient de la forme de ce premier débat socialiste d'hier. Primaire socialiste, la formule des débats vous est-elle satisfaite? Eh bien vous êtes une grosse majorité, 66%, à approuver cette formule. Cette formule, eh bien, il y en aura d'autres puisque les débats des primaires socialistes, ça continue. Le prochain débat aura lieu mercredi 28 septembre, soit 3 jours après l'élection sénatoriale. Merci beaucoup, Stéphane. Révélation de l'Express.fr. Lors de sa récente audition par les services de police, Dominique Strauss-Kahn aurait concédé avoir fait des avances à la journaliste écrivain Tristan Banon. Il aurait tenté sans succès d'embrasser la jeune femme. Aucun commentaire pour l'instant des avocats de l'ancien directeur du FMI qui devrait dimanche soir intervenir pour la première fois à la télévision depuis sa rentrée en France. Politique toujours, des grands noms à partir de demain à la 76e fête de l'humanité. La chanteuse John Baez, mais aussi Yannick Noah et Bernard Lavilliers. Des vedettes de la grande scène pourront en côtoyer d'autres, celles du front de gauche d'abord. Jean-Luc Mélenchon lancera de la Courneuve son programme présidentiel aux côtés de Pierre Laurent, le patron du Parti communiste. Sont également de la fête les socialistes, Martine Aubry et Arnaud Montebourg, comme la verte Cécile Duflot. Alors, sur les pelouses de la Courneuve, on s'active. Aurélien Romano. Daniel Marron et ses amis sont venus de l'Isère pour les 3 jours de la fête de l'UMA. Retraité de la Poste, militant communiste depuis 60 ans, il fait partie de l'ancienne génération, celle du PCF, deuxième force politique dans les années 50. Pour autant, au programme aujourd'hui, pas de débat houleux, il est là pour s'amuser avec des vieux camarades. Le programme, il va être varié pour tout le monde, mais bon, on va bien boire, bien manger, puis s'éduquer un petit peu, parce qu'on va apprendre plein de choses encore au niveau politique. Tout juste assure-t-il qu'il votera Jean-Luc Mélenchon sans hésitation en 2012. Pour le moment, l'heure est au soutien de la cause cubaine. Défendre les spécificités locales, c'est aussi la mission de nombreux exposants ici, qu'ils soient militants communistes ou non. On est mandaté pour 3 jours. Sur lesquels on va essayer de faire connaître tous nos produits parce que cette année, la Corse est à l'honneur. Si la fête de la Courneuve attire autant de monde, 700 000 personnes attendues ce week-end, c'est aussi parce que l'événement a su s'inscrire dans l'agenda des festivals musicaux de l'été. Devant les scènes qui vont accueillir Yannick Noah, Avril Lavigne ou encore John Baez, il n'est plus du tout question de politique. C'est un peu un côté politique, mais moi je suis pas là pour parler politique ce week-end-là, quoi. Je veux dire, après mais ouais, oui, on en parle un petit peu aussi, parce que voilà, c'est un peu, on est là pour ça, mais c'est pas la priorité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Comme Gaëtan, ils sont très nombreux à écouter les militants qui viennent les voir, mais ils ne retiendront de la fête de l'UMA que la fête. Alors, à propos de la fête de l'humanité, notez-le bien, vous pourrez suivre dimanche en intégralité et en direct le discours de Jean-Luc Mélenchon. Il s'exprimera à partir de 16h depuis la fête de l'humanité. Auparavant, notez également ce rendez-vous à midi, c'est François Bayrou pour le Modem, qui lui aussi sera en direct sur notre antenne depuis cette fois la presqu'île de Gien. Notre invité nous a rejoint sur le plateau de Public Sénat, François Autain, sénateur du Parti de gauche de Loire-Atlantique. Vous êtes affilié au groupe CRC. Vous avez, François Autain, certainement regardé le débat socialiste d'hier, le premier. J'ai eu la chance de pouvoir le regarder parce que ça a duré 3 heures. Oui. Parce que sinon, je risquais d'arriver trop tard. Alors, quel regard avez-vous porté sur ce J'ai trouvé que l'exercice difficile avait plutôt été réussi. Il y avait de nombreux pièges dans lesquels chacun des candidats n'est pas tombé. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Et je crois que c'est une victoire pour... Enfin, une défaite en tout cas pour la droite, puisque c'est vrai que si jamais ça avait été raté, la droite aurait fait plus qu'ironiser, elle aurait pavoisé. Vous pensez qu'il y a une forme de modernité dans ces primaires organisées par un grand parti? Je pense qu'il sera maintenant, désormais, difficile de faire l'impasse sur... Bon, si tant est que cette première expérience
se confirme lors des prochains jours, lorsque les candidats vont de nouveau s'affronter. Alors ces candidats, vous les avez écoutés attentivement. Tous font de leur priorité leur action contre l'endettement, contre la dette. Est-ce que vous-même, vous êtes sur cette même ligne ? Écoutez, vous savez que vous l'avez dit en commençant que je ne sais pas si j'avais à voter pour ces primaires, mon candidat serait bien sûr Arnaud Montebourg. C'est celui qui m'a semblé le plus proche de mes idées. D'ailleurs demain. Oui, tant mieux. Et pour cause. Tant mieux. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aurait effectivement pas beaucoup de difficultés à gouverner avec Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'avec raison, il a mis l'accent sur le poids que présentait l'économie, les banques sur les politiques. Aujourd'hui, face à l'économie, les politiques sont évidemment dépourvues de tout pouvoir. On le voit aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe c'est un bateau ivre et que plus personne ne commande rien. Donc il y a là effectivement beaucoup d'inquiétudes. Il faut remettre les choses à l'endroit et que les politiques reprennent le pouvoir et le premier plan par rapport à l'économie, ce qui évidemment n'est pas le cas aujourd'hui. Alors le journal Le Monde titre ce soir à propos de ce débat des primaires socialistes, les socialistes convertis à l'économie libérale. J'imagine que ce type de terme doit faire grincer quelques dents au sein de votre parti de gauche. Écoutez, j'espère que le monde se trompe. Néanmoins, quand je vois les socialistes en Grèce, quand je vois les socialistes en Espagne, je crains malheureusement que les socialistes, une fois qu'ils seront élus, soient malheureusement confrontés à des difficultés majeures et qu'ils auront sans doute besoin de leurs alliés s'ils veulent trouver des solutions aux difficultés économiques. Est-ce que vous imaginez, François Autain, des membres de votre parti ou plus généralement du Front de gauche participer à une future coalition gouvernementale si bien sûr la gauche gagne les présidentielles de 2012 ? Écoutez, je pense qu'on n'en est pas là, vous avez raison de le dire. Il faut d'abord connaître les conditions dans lesquelles se déroulera cette campagne et puis le score qui sera réalisé par notre candidat et puis aussi, ce qui est très important, de connaître le contenu exact du programme du candidat qui sera désigné par le Parti socialiste, enfin par les électeurs. Et là, on voit bien que le débat commence et s'ouvre. Oui, mais enfin, j'ai l'impression, comme votre précédent interlocuteur, que c'est joué et que François Hollande a de grandes chances d'être désigné, puisque les électeurs vont vers la victoire, comme les sondages montrent que François Hollande est en tête. En tout cas, dans les sondages. Le meilleur pour pas de Sarkozy, je pense que... François Autain, on va parler des sénatoriales. Dimanche prochain, il va se passer des choses ici à la Haute Assemblée. Il y a actuellement 2 sénateurs membres du parti de gauche, dont vous-même. Vous ne vous représentez pas. Est-ce qu'il y en aura encore le lundi 26 septembre, après l'élection de dimanche ? C'est la question qu'on peut se poser. Grande inconnue. Mais à laquelle, malheureusement, je suis incapable de répondre. Mais il y a effectivement assez peu de chances qu'il y en ait, Alors on peut le regretter, mais enfin, vous savez, c'est un type d'élection où les partis jeunes ont beaucoup de difficultés à s'imposer. Alors 2 encore questions sur ce thème. Le parti de gauche avait présenté des listes dissidentes un peu partout, en région parisienne en particulier. Il n'y en aura finalement plus qu'une seule, une liste dissidente présentée dans les Hauts-de-Seine. Vous confirmez cette information ce soir ? Alors écoutez, je ne la confirme pas parce que, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura aussi une liste dissidente en Loire-Atlantique. D'accord. Liste que je soutiens d'ailleurs. Ouais. Et encore une question sur toute autre chose, la mission d'information sur le Mediator que vous avez présidé avec ces problèmes qui touchent la rédaction de ce rapport. Gérard Larcher a demandé à son secrétaire général de faire toute la lumière sur ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, il y a un député qui demande que les représentants des laboratoires Servier ne puissent plus mettre les pieds à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une telle proposition ici même au Sénat ? Oui. Écoutez, pourquoi les laboratoires Servier et pas les laboratoires en général Je pense pas qu'on puisse faire un cas particulier pour le laboratoire Servier. Je pense qu'il y a une commission qui existe et qui essaie de réglementer
ce lobbying qui effectivement est très présent à l'Assemblée mais aussi au Sénat. Et je pense que oui, pourquoi pas, mais pourquoi laisser les autres laboratoires rentrer à l'Assemblée? Je ne le comprends pas. Je sais que le laboratoire Servier est donc responsable directement ou indirectement de 500 à 2000 morts, comme l'ont démontré certains rapports, mais je pense que d'autres laboratoires sont certainement responsables directement ou indirectement d'effets indésirables, peut-être moins graves, mais tout aussi dommageables. Donc il n'y a pas de raison de faire un cas particulier pour Servier, au moins sur ce plan-là. François Autain, vous l'avez dit, vous ne vous représentez pas dimanche. Vous avez passé 28 ans ici au Palais du Luxembourg. Vous retenez quel souvenir? Un seul, très rapidement. Quel souvenir? Eh bien, c'est une assemblée où on peut véritablement travailler et faire du travail de fond. Et je crois que c'est tout le plaisir que j'ai retiré de siéger dans cette assemblée. Merci beaucoup François Autain d'avoir été avec nous ce soir. Claude Guéant avait fixé aujourd'hui la date butoir à partir de laquelle il ne devrait plus y avoir de prières dans les rues. Le ministre de l'Intérieur n'a été que partiellement écouté à Nice, à Gennevilliers, près de Paris, et à Paris même, où vous le savez, une caserne avait été mise à la disposition des fidèles. Eh bien, des prières de rue ont réuni plusieurs centaines de personnes. Fort heureusement, il n'y a pas eu d'incident notable à signaler. Dans une semaine, on en parlait à l'instant, le Sénat vivra à l'heure du renouvellement de la moitié de ses élus, une élection à haut risque pour la majorité. Mais d'ici là, le Palais du Luxembourg ouvrira très grandes ses portes, comme d'habitude et comme il est de tradition, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce week-end, vous serez une fois encore des milliers, plus de 30 000 l'an passé, à découvrir l'un des plus prestigieux palais de la République. Margot Briot a suivi les préparatifs. Regardez. C'est le monument le plus visité pendant les Journées du patrimoine. 30 000 personnes attendues cette année. Alors aujourd'hui, tout le monde est sur le pied de guerre. On prépare l'installation des signalétiques pour les Journées du patrimoine. Moi, c'est de changer les lampes et s'occuper de tout ce qui est électrique. On fait les poussières, on prépare les parcours. Ébénistes, peintres, jardiniers, électriciens, une vingtaine de corps de métier est mobilisée. Rien ne doit être laissé au hasard. Les Journées du patrimoine, c'est l'occasion de pénétrer dans des pièces du Sénat, habituellement fermées au public. Alors nous sommes ici dans l'annexe de la bibliothèque. Il y a 55 000 ouvrages répertoriés qui sont ici. Ces plafonds qui viennent d'être restaurés sont absolument magnifiques. Le Sénat, c'est aussi la salle des conférences, la chapelle, les serres ou encore le jardin d'hiver. Mais le lieu qui remporte le plus de succès chaque année, l'hémicycle, là où sont votées les lois. Et oui, un hémicycle que vous venez de voir et qui sera profondément renouvelé la semaine prochaine, dimanche 25 septembre, élection sénatoriale, je le disais, des élections à haut risque pour la majorité. Aujourd'hui, eh bien, c'était la date limite de dépôt des candidatures. On en parlait avec notre invité, François Autain, à l'instant. Et il faut bien reconnaître, bonsoir Delphine Girard, que ces derniers jours, eh bien, la tension est montée d'un cran. C'est normal, on approche deux élections. Une tension notable entre, en particulier, Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste, et Gérard Larcher, et les accusations du président, du patron des socialistes ici, sur ces fameuses réserves parlementaires dont aurait peut-être abusé Gérard Larcher au cours de ces dernières semaines. Oui, Pierre-Henri, l'attaque a été plutôt vigoureuse. C'est d'ailleurs rare ici au Sénat, un signe de la fébrilité qui approche, donc à l'approche de ce scrutin sénatorial. Alors, effectivement, c'est Jean-Pierre Bel qui a accusé Gérard Larcher de profiter de cette fameuse réserve parlementaire, de l'utiliser au profit des candidats UMP. La réserve parlementaire, c'est une cagnotte d'un montant de 58 millions d'euros qui est destinée à financer les projets des sénateurs dans leur circonscription. Privilège de la fonction, Gérard Larcher, président du Sénat, dispose à peu près 6% de cette cagnotte. Il a donc dû s'expliquer après les accusations de Jean-Pierre Bel. On l'écoute. Est-ce que M. Bel se souvient que j'ai réformé avec le président de la Commission des Finances et avec son accord? C'était en novembre 2008, la dotation d'action parlementaire pour la rendre plus juste. D'abord, j'ai réduit la dotation de la présidence de plus de 50%. Et chaque sénateur, sous la répartition de chacun des présidents de groupe, dispose d'une somme qui est en moyenne de 130 000 € par an, qui elle-même est contrôlée par le ministère de l'Intérieur et les préfets. Voilà la réaction donc de Gérard Larcher, le président du Sénat, après ces attaques
de Jean-Pierre Bel sur ces fameuses réserves parlementaires, mais autre attaque, Delphine, également émanant du groupe socialiste, Jean-Pierre Bel, également visant Gérard Larcher, sur cette fois-ci ses nominations. Oui, nomination, certains même parlaient d'exfiltration. Dernier exemple en date, c'est le sénateur UMP Christian Demure, ex-sénateur de Seine-Saint-Denis, qui menaçait de présenter une liste dissidente dans ce département. Eh bien, il s'est vu opportunément confier une mission par le gouvernement, une mission auprès de Campus France. Du coup, il ne se représente pas. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. On a vu Jacques Gauthier, sénateur UMP sortant des Hauts-de-Seine, qui finalement va maintenir sa liste sans le soutien de l'UMP. Je vous propose d'écouter ses explications. On m'a offert 2 postes successifs dans des administrations que j'ai refusées. Vous savez, moi, je m'éclate au Sénat, comme l'on dit. Je crois que j'y suis utile. J'ai marqué de mon empreinte à la Commission de la Défense, où je me suis beaucoup investi. J'entends poursuivre le travail. Je ne cherche pas un titre, aussi ronflant soit-il. Alors on le voit, c'est vraiment les grandes manœuvres pour ces élections sénatoriales. On en parlait avec François Autain il y a quelques minutes sur ce plateau. Le problème des listes dissidentes, il y en a à droite, il y en a à gauche. Il y a beaucoup de déçus, beaucoup de frustrations. Tout ça va énormément troubler le scrutin. Un scrutin qui devient donc, avec ces listes dissidentes, de plus en plus incertain. Est-ce qu'on peut dire que ces listes dissidentes, Delphine, seront les clés de ce scrutin? Oui, tout à fait, Pierre-Henri, car vous l'avez dit, alors on aura une idée lundi avec les préfectures qui vont rendre publiques ces listes qui ont été déposées. Donc les sénateurs avaient jusqu'à aujourd'hui, vendredi 18h, les candidats au sénatorial pour déposer leur liste. Donc on aura une idée précise du nombre de listes dissidentes à partir de lundi. Mais voyez par exemple l'exemple du département du Val-d'Oise. On a appris cet après-midi que la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Halima Boubedienne-Thierry, se mettait d'abord en congé de son parti, puis présentait une liste dissidente dans ce département. Donc à gauche, il y aura 2 listes et à droite, pas moins de 3 listes avec 2 listes UMP. Là, l'UMP a été incapable de trancher et une autre liste dissidente à droite. Ça a été cette multiplication de la liste a été qualifiée de décision pas très heureuse par Gérard Larcher lui-même. En tout cas, une chose est absolument certaine, c'est que le scrutin de dimanche prochain, sera non seulement crucial, mais passionnant. D'ailleurs, Public Sénat, à cette occasion, sera en direct toute la journée du dimanche pour vous faire vivre, bien entendu, cette élection sénatoriale. Merci beaucoup, Delphine Girard. C'est la fin de cette édition. À suivre, on reste dans les sénatoriales. Un mode d'emploi. Comment est élu le président du Sénat? Merci de votre fidélité. Très bon week-end à tous. Le président du Sénat est élu par les 348 sénateurs réunis dans l'hémicycle quelques jours après les élections sénatoriales. Cette année, ce sera le samedi 1er octobre. Le président du Sénat, à la différence du président de l'Assemblée nationale, puisque c'est là qu'on trouve cette particularité, n'est pas élu pour une législature complète, puisque les sénateurs sont élus pour 6 ans, mais que le président du Sénat est réélu à chaque renouvellement du Sénat, c'est-à-dire tous les 3 ans. Donc son mandat est en réalité la moitié d'un mandat sénatorial classique. Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Le 1er octobre 2008, Gérard Larcher a été élu au premier tour. Après une primaire au sein du groupe UMP, il a succédé à Christian Poncelet. Le président du Sénat, c'est quelqu'un de très important dans le fonctionnement constitutionnel de la France. C'est d'abord évidemment celui qui préside le Sénat, c'est-à-dire qu'il l'incarne, qui préside ses séances, qui le représente et qui le défend s'il est attaqué. Mais c'est également celui qui a pour charge d'assurer l'intérim de la présidence de la République si par hasard le président de la République n'est plus en mesure de le faire, soit pour des raisons de maladie, soit pour des raisons de décès, soit pour des raisons de démission. Et on a eu 2 fois le président du Sénat assurant l'intérim de la présidence de la République. Une fois en 1969 à la suite de la démission du général de Gaulle, la deuxième fois en 1974 à la suite du décès de Georges Pompidou. Cette année, l'élection du président du Sénat revêt une importance particulière car pour la première fois depuis les débuts de la Ve République, le Sénat pourrait basculer à gauche. Ça serait, j'allais dire, un signe
extrêmement négatif pour Nicolas Sarkozy, en réalité, que quelques mois avant l'élection présidentielle, le Sénat élise un président ou une présidente de gauche. Et c'est ça l'enjeu symbolique très fort, même en termes de photos. Depuis les débuts de la Ve République, le Sénat a connu 5 présidents, mais aucun issu des rangs de la gauche.